Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci pour l'invitation et merci d'être là. Peut-être juste rappeler aux gens qui ne viennent pas revoir le film mais le voir et qui n'auraient pas entendu beaucoup parler d'Agnès Varda, même si je trouve qu'on en a beaucoup entendu parler, et notamment depuis sa mort en 2019. Mais ce qui m'intéresse, alors pourquoi est-ce qu'on a mis Antoine Hillois dans le cycle Piala, puis ensuite on parlera du film lui-même et d'Agnès Varda. Je vais donner juste un mot, puis ensuite on en reparlera après si vous voulez. Mais pour moi, il y a deux choses. D'abord, bien sûr, parce que ce rôle que joue Sandrine Bonner est venu, le fait de choisir Sandrine Bonner est évidemment venu de la vision d'À nos amours que vous avez vu la dernière fois dans le cycle de Maurice Piala, le film de 1983. Donc ce film-ci, Antoine Hillois, elle a bientôt 18 ans. Sandrine Bonner, et elle n'est pas encore, on pourrait dire, une comédienne professionnelle, dans le sens où en tout cas, elle n'a pas une connaissance du cinéma. Elle n'a pas une connaissance cinéphilique, ni tant que ça des usages et des pratiques du cinéma. Mais vous allez voir que c'est un rôle très différent, et c'est un rôle aussi qui l'a fait grandir en tant que comédienne professionnelle. Donc c'est intéressant à voir en regard de la façon de travailler de Piala dans À nos amours. Et puis l'autre lien qu'on pourrait faire entre Maurice Piala et Agnès Varda, pour moi c'est quelque chose, ça tient en un adjectif qui serait intraitable. Voilà, avec tout ce qu'on pourra en parler après, mais il y a vraiment quelque chose d'irréductible et dans le dur, comme dans quelque chose de très libre, et qui fait qu'on peut les rapprocher. Alors Varda, ce qui est intéressant, c'est que elle a commencé le cinéma avec La Pointe Courte en 1954, qui étaient déjà des gens qui marchaient. Et elle va vraiment continuer son premier long métrage, qui est vraiment, pour certains encore, son chef-d'œuvre, c'est Cléo de 5 à 7. Et c'est déjà une femme qui marche. Donc vous voyez qu'il y a une cohérence dans le cinéma de Varda, puisque l'errance, la flânerie, la marche, vous allez retrouver ça dans Antoine Hillois. Et puis l'autre chose qui me paraît importante sur Varda en tant que cinéaste, c'est que c'est une cinéaste pas cinéphile d'une certaine façon, que donc elle ne vient pas, contrairement à ses amis parfois de la Nouvelle Vague, puisqu'elle était amie avec, bien sûr elle était la femme de Jacques Demy, mais elle était amie avec Godard par exemple, qui joue dans Cléo. Elle avait des amitiés avec René, mais en fait la différence, c'est qu'elle ne venait pas de l'amour du cinéma, de la pratique cinéphile, de voir le cinéma classique, et donc elle a commencé photographe, et elle va garder ça, ce sens de l'image fixe, et vous allez voir comment ça se traduit dans sa mise en scène de cinéma, pour laquelle elle a forgé un mot qui est le mot cinécriture. Donc vous allez voir au générique de Antoine Hillois un film cinécrit et réalisé par Agnès Varda. On pourra voir ce que ça veut dire pour elle, mais en tout cas elle a cette particularité, Varda, de conserver, même quand elle est devenue cinéaste, et elle a fait bien sûr beaucoup de films, quelque chose des arts plastiques, quelque chose de la photographie, quelque chose des autres arts dont elle ne se départit pas. Et vous allez voir que ça se traduit même quand elle fait un film avec un récit, avec des acteurs, avec des personnages. Je vous laisse voir le film et j'espère que vous resterez un petit peu, si vous pouvez, pour en discuter après. Bon film. Peut-être je reprendrai une petite chose qui est que le film est dédié, on dit ça, dédicacé à Nathalie Sarraute. Je vous parlais de cinécriture. Il ne s'agit pas de cinécriture pour Varda en comparaison avec la littérature. C'est plutôt une idée de la mise en scène, une idée de l'écriture cinématographique, c'est-à-dire écrire avec la caméra et ne pas croire qu'un film se fait au scénario. Donc, première chose, cette idée de cinécriture pour Varda telle qu'elle se met en place ici, de quoi le film est né. Il est d'abord né d'un fait divers qu'elle lit, qui est un jeune homme trouvé mort dans un fossé. Donc voilà, simplement un fait divers, ça la frappe, trouvé mort par les gendarmes, mais elle ne le voit pas, elle ne le connaît pas, c'est une information.
Et puis, d'autre part, elle a pris en stop une jeune femme comme ça, vagabonde. Et d'ailleurs, c'est la jeune femme qu'on voit dans la bande de la gare à la fin, qui a un petit rôle, qui devait avoir un rôle plus important, puis ça n'a pas bien marché pour elle de tourner. Mais donc, il y a cette expérience personnelle qui fait que Madame Landier, jouée par Masha Merrill, est un peu une transposition de Varda elle-même, ayant pris en stop cette jeune femme et en même temps ne l'ayant pas complètement recueillie, donc ayant cette espèce de souci d'elle aussi et de sentiment qu'il y a une limite à ce qu'elle peut faire, à la façon dont leur monde peuvent communiquer. Mais surtout, la méthode ensuite de travail de Varda, ça a été en quelque sorte une méthode d'enquête. C'est-à-dire qu'elle est partie à la rencontre de gens. Alors elle avait cette image du Gard, elle voulait ce paysage du Gard et de l'Hérault. D'ailleurs, on voit les deux cyprès au début et on retrouve exactement le même plan de paysage avec les deux cyprès à la fin. En tout cas, elle avait cette image-là, mais ensuite, elle est allée véritablement rencontrer les gens sur la route et faire comme ça une sorte de petite enquête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas ça forcément directement dans le film. C'est pas un film qui cherche à informer sur la réalité, pas directement, mais sa méthode de travail va ensuite, par la suite, si vous avez vu par exemple Les glaneurs et la glaneuse, une fois que la caméra s'est miniaturisée et que son cinéma va devenir un cinéma encore plus à la première personne et encore plus documentaire, finalement c'est elle qui va aller à la rencontre des gens déshérités, pauvres, recycleurs, glaneurs, etc. Donc ça c'est en 2000. Donc vous voyez qu'il y a une grande cohérence dans cette idée de prendre elle-même la route qu'elle fera 15 ans plus tard. Donc on voit bien que ce film-là, il est difficile. Une des raisons aussi pour lesquelles on est peu et pour lesquelles le cinéma d'Agnès Varda n'est pas si connu et si pratiqué, au fond, c'est parce qu'il a cette forme particulière, finalement hybride, et même s'il y a une actrice qu'on connaît maintenant, Sandrine Bonner, même si ça raconte l'histoire de ce personnage, etc., en réalité, il y a une forme de radicalité formelle qui est d'abord cette hybridité et le fait que le film soit, on voit très bien que le film est hétérogène et qu'il y a une part documentaire dans le film, par exemple le berger et sa compagne qui sont effectivement des néo-ruraux, voilà, et on le sent. On sent bien qu'elle emploie des acteurs professionnels et des acteurs non professionnels, enfin des gens qui ne sont pas du tout acteurs et qui vivent dans les lieux qu'elle filme. On le sent. D'ailleurs, il y en a qui jouent pas. Enfin, c'est pas un jeu tel qu'on peut avoir une idée du jeu naturel ou psychologique. Et tout ça est mêlé, et c'est cette hybridation-là du documentaire et de la fiction qui fait le matériau un peu âpre quand même de ce cinéma, et finalement beaucoup moins digeste d'une certaine façon que le cinéma, par exemple, de Maurice Pialat, dont on a pourtant vu l'âpreté à un autre niveau, l'âpreté dans les espèces de nœuds émotionnels et psychiques et les conflits qu'il y a à l'intérieur des familles. Mais là, on voit que ce qui fait la difficulté peut-être pour nous à assimiler le film tient quand même beaucoup à sa forme, et pourtant, c'est aussi, à mon sens, ce qui fait sa singularité, sa particularité. Et je reviens à sur la forme. C'est pas seulement le fait qu'on voit bien que le film est nourri de documentaires, à tel point que c'est quand même très rare un film qui commence par la voix off de son cinéaste, puisque c'est Varda elle-même qu'on entend au début, comme si c'était un documentaire d'une certaine façon, en disant voilà, j'ai voulu, il n'y aura pas de traces, elle a été retrouvée morte, et finalement donc les traces, c'est moi qui vais les fabriquer d'une certaine façon, et le film ce sera ça. Donc c'est une fiction, puisqu'il n'y a pas de Mona exactement qui est morte dans la réalité, mais ce geste-là, le fait qu'un cinéaste
laisse les ficelles d'une certaine façon, s'invite dans son propre film par sa voix, c'est encore une autre forme d'hybridation. Et puis ensuite, il y a quand même des adresses caméra. C'est-à-dire que cette structure un peu Citizen Kane, de portraits éclatés faits par d'autres personnages que le personnage central après sa mort, il prend la forme quand même particulière, parfois d'adresse face caméra, comme si on interviewait les gens. Et en même temps, ça n'est pas un principe, puisqu'il y a aussi évidemment beaucoup de situations, de séquences qui sont des situations qui sont fictionnelles. Donc, en fait, c'est tout ce mélange-là qui fait la particularité du film. Et puis, une forme, d'abord de rigueur formelle qui tient un peu du principe, c'est-à-dire qu'en fait, elle compose 12 travelling qui vont de droite à gauche, ça ne vous aura pas échappé, qui vont donc, on pourrait dire, dans le sens opposé de la lecture ou dans le sens opposé de la marche. Il y a quelque chose de contrarié, disons, entre le mouvement de la caméra et puis la direction. Cette idée que peut-être elle est sans direction, au fond, ce personnage. Mais en tout cas, il y a 12 travelling et avec cette musique commandée, qui sont des variations commandées, mais pour le film. Donc on voit bien là qu'il y a une espèce de marque formelle qui force un peu et qui va contre notre appétence un peu naturelle pour la fiction, pour qu'est-ce qui arrive, l'histoire, qu'est-ce qui arrive à cette jeune fille, est-ce qu'elle va rencontrer... Et en fait, ça s'est, je pense, un peu radicalisé au cours même du tournage des Dires de Varda, c'est-à-dire qu'au bout de 5 semaines de tournage, puisque le film était au départ n'avait pas de scénario écrit, c'était un traitement quand elle a rencontré Sandrine Bonnaire, donc qui s'y est engagée en comprenant le principe et le personnage, mais sans savoir exactement comment ça allait se dérouler. Puis il y a eu un scénario, mais au bout quand même de 5 semaines de tournage, Varda s'est dit en fait ça va pas parce que on voit des rencontres le long de la route. Cette vagabonde fait plein de rencontres, elle s'arrête, elle rencontre des gens, et puis entre ces rencontres, elle marche. Et en fait, elle a décidé d'inverser, selon elle, en tout cas, nous on le perçoit peut-être encore comme ça, mais ça dépend. Ça change selon les visions. Elle a décidé d'inverser dans le sens où ce qu'elle voulait mettre finalement au premier plan, c'est la marche. C'est cette espèce de chose un peu vectorielle, enfin le fait qu'elle marche, rien ne l'arrêtera d'une certaine façon. Finalement pas d'amour, pas d'amitié, pas de solidarité, toute chose qu'elle rencontre un peu, pas de travail. Il y a des germes de tout ça au cours de la route, comme il y a des espèces de germes de petites histoires, de petites fictions qui pourraient prendre et qui pourraient devenir l'histoire de Mona qui se stabilise, qui se sédentarise, et la fiction qui se sédentarise. Eh bien non. À chaque fois, c'est ce qui guide, c'est le mouvement, même si on sait d'emblée que le mouvement est figé dans un fossé. Et quand je vous disais que Varda avait plus qu'une formation, une pratique de la photographie, on le voit aussi dans son court-métrage Ulysse, par exemple, il y a une présence de l'image fixe, si vous voulez, à l'intérieur de ces films, et d'une certaine façon, qu'est-ce qui est plus une image fixe qu'un cadavre, enfin que le cadavre qu'on voit au début. Donc il y a quelque chose, je trouve, de finalement très formel, voire formaliste dans ce film, dans la tension entre cette fixité qui nous est imposée au début. C'est quand même très rude pour le spectateur d'avoir la mort d'une jeune fille comme ça au début. On nous la montre d'abord en Vénus qui sort des eaux, et puis finalement assez rapidement comme une sorte de Madone morte. Enfin, il y a quelque chose de Botticelli. Quand on referme le sac, elle a quand même cette
cette fixité, mais qui est un peu picturale. Et d'ailleurs, elle a des inspirations picturales. Elle pense à des allégories. Elle parlait déjà de Varda, elle parlait déjà de Cléo de 5 à 7, sa première héroïne, comme d'une allégorie. Donc il y a vraiment cette idée du tableau, de quelque chose de très fixe. Et en même temps, le film n'arrête pas d'être mis en scène par le mouvement. Il y a un nombre de mouvements de caméra, pas seulement ces 12 travelling très chorégraphiés d'une certaine façon, puisque vous aurez peut-être remarqué qu'il commence sur un élément de décor. Ça peut être un panneau, et puis en fait on va les retrouver à la fin, on va retrouver un autre panneau. Donc il y a des effets comme ça de rythme, de rime, mais c'est très travaillé, disons. Il y a une forme de chorégraphie même dans la marche, dans les angles, dans la façon dont elle est filmée, marchant ou titubant à la fin. Et il y a beaucoup d'autres mouvements de caméra, c'est-à-dire qu'il y a le travelling avec la musique, et puis quand ensuite elle se met à errer un tout petit peu avant de rencontrer quelqu'un de nouveau, eh bien il y a beaucoup de panoramiques un peu dans tous les sens, enfin même au bas. Donc la caméra est très mobile et en même temps ça nous raconte l'histoire de quelqu'un qui se fige, ou d'une forme d'aspiration à la liberté qui finalement ne mène nulle part. Hein. On pourrait dire on a des femmes qui partent, qui s'en vont toutes seules, comme Wanda de Barbara Loden, dont on avait parlé, mais en visioconférence pendant le confinement. Voilà, c'est pas toujours des histoires de libération qui sont utopiques et qui sont heureuses. Le fait de se libérer, le fait d'être mu, entre autres, par la liberté, ne se traduit pas toujours par quelque chose d'heureux. Donc je trouve que dans le film il y a ça, il y a notre tentation de s'accrocher à un personnage, et puis quelque chose de très contraire, de presque contrariant, qui est à la fois cette forme un peu rigide par sa répétition, et à la fois cette dureté de ce qui lui arrive. C'est pas et puis quand même, malgré tout, dans cette traversée, puisque vous aurez remarqué d'ailleurs que les travelling ne sont pas des travelling uniquement sur le personnage, ils le dépassent. Souvent, elle est laissée de côté, et effectivement, il s'arrête plutôt sur le décor. Il y a cette idée que, pour Varda, que ça marche, c'est-à-dire que c'est aussi un mouvement qui dépasse le personnage. L'idée même de personnage est un peu déconstruit. C'est-à-dire qu'on peut croire au début que les épisodes vont consister en une psychologie, qu'on va avoir peut-être aussi les raisons de pourquoi Mona est là, qu'est-ce qui lui est arrivé dans son passé, est-ce que ça a été une enfant placée, enfin bon. Et en fait, on a très peu de choses. Elle dit j'étais secrétaire, je suis allée jusqu'au bac G. Bon, on a quelques éléments qui se cristallisent, mais au fond, c'est pas l'objet du film, et c'est cet abandon-là, je trouve, qu'on a, nous, spectateurs, à vivre. Enfin, je psychologise un peu notre réception possible, mais je trouve qu'on vit un peu ça comme ça, dans cette structure en épisode. Et dernière chose que je voudrais dire avant d'oublier, sur ces épisodes, c'est qu'il me semble qu'ils sont construits un petit peu en chiasme, on pourrait dire, et qu'il y a un moment où quelque chose s'inverse. J'avais commencé à noter, mais c'est peut-être pas tout à fait exact. À partir du moment de l'électrocution. C'est incroyable d'ailleurs cette scène. On entend d'abord l'électrocution, on entend d'abord le tintement sans identifier, sans avoir l'image, et puis ensuite on a l'image. Et là encore, c'est l'un des moments dans le cinéma de Varda où c'est quasiment une image fixe, et pour cause, puisqu'elle est coincée avec ses lampes. Et à partir du moment où elle dit, c'est vrai ce qu'on dit, j'ai vu défiler plusieurs images de ma vie, là encore, image fixe, eh bien, il me semble que le film fait revenir des personnages, des personnes qu'elle a déjà rencontrées, de telle manière que là, on ne peut plus ne pas s'apercevoir que c'est pas tout à fait chronologique, en fait, comme
comme structure, qu'il y a des torsions à l'intérieur de la chronologie. Et donc à partir de ce moment-là, revient aussi Yolande, qui la retrouve. Enfin, voilà, il y a les choses reviennent. Il y a le David du début qu'on revoit, etc. Et donc il me semble que le film est construit de cette manière-là, un peu avec les deux cyprès aussi, le paysage qui revient à la fin, et que donc il a cette espèce de clôture aussi qui est en cul-de-sac d'une certaine façon. Bon voilà, j'ai un peu trop parlé, j'aimerais bien que vous disiez des choses. Est-ce que Agnès Varda et Sandrine Bonnaire se sont bien entendues? Alors, on a pas mal d'entretiens et de Varda et de Bonnaire à plusieurs moments, puisque Bonnaire a aussi parlé beaucoup plus tard. Hein. Là, on est en 85, mais elle a parlé après dans des bonus. Vous savez que Varda faisait elle-même les suppléments de ses DVD, qu'elle faisait elle-même des espèces de petits films après qui revenaient parfois sur les lieux, etc. Donc elle l'a fait notamment pour ce film-ci, ou d'aller elle-même interviewer Bonnaire, où vous voyez, elle était très... elle s'occupait de ses... elle analysait elle-même ses propres films. Mais donc ce que dit Bonnaire, alors à l'époque, puisqu'il y a un entretien dans les cahiers du cinéma à l'époque, et puis même après, c'est qu'en fait, Bonnaire, elle a été très surprise de la différence entre la façon dont Varda la traitait, d'une certaine façon, et la façon dont Piala la traitait avant dans À nos amours. C'est-à-dire que dans À nos amours, bon, on en avait parlé, Piala a vraiment l'impression de découvrir quelqu'un qui va vraiment être une actrice et d'ailleurs c'est pour ça, je le disais, qu'il est resté à jouer lui-même en tant que personnage. Son rôle était plus long parce qu'il voulait continuer à jouer avec Sandrine Bonnaire. Donc il y a clairement quelque chose qui s'est noué entre eux. Bon, et on voit bien, il joue son père. Enfin bon, c'est évident que là, Bonnaire était tout à coup accueilli dans quelque chose de très enveloppant. Avec Varda, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et en fait, Varda a fait exprès, sans méchanceté aucune, mais a fait exprès de ne pas la materner, justement, et de vouloir une certaine rudesse, une certaine distance, une certaine dureté, parce qu'au fond, elle voulait aussi que Bonnaire comprenne que son personnage, c'était pas, il n'allait pas s'agir de minauder dans ce personnage. Et donc cette forme de dureté ou cette légère nécessité d'être un peu laissé à soi-même allait avec le fait de ne pas être forcément choyé sur le tournage. Mais ça passait pas par une violence quelconque. C'était simplement une surprise, disons, pour Bonnaire, de voir qu'elle n'était pas nourrie ni de psychologie, ni de grandes explications. C'était beaucoup plus des déplacements. On voit bien qu'il y a quelque chose aussi de chorégraphique et de graphique même, dans certains gros plans sur les ongles, des choses comme ça. Donc elle était un peu désarçonnée de ça. Elle était un peu déçue, d'une certaine façon, qu'il n'y ait pas un lien qui se fasse de manière beaucoup plus de personne à personne. Et par la suite, quand elle a fait bien d'autres rôles, etc., elle a renoué avec Varda, et elle la voyait vraiment très souvent à la fin de sa vie. Et donc je pense qu'elle avait compris que ça l'avait véritablement, elle le dit d'ailleurs, que ça l'avait véritablement aidée à devenir actrice, pour le coup. Beaucoup plus que d'être adoptée dans une sorte de famille, ce qui avait été le cas avec Piala. Donc on ne peut pas dire qu'elle se soit bien entendue dans le sens amical, en tout cas. Alors à propos de Sandrine Bonnaire, justement, ce que je trouve très troublant dans ce film, c'est la deuxième fois que je le vois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça a ce côté hybride, documentaire et fiction, moi je suis très troublée parce que je perds le fil par moments. Je ne sais plus si c'est un documentaire sur Bonnaire qui est une fille qui sait pas où elle va, ou si c'est Sandrine Bonnaire qui joue le rôle d'une fille qui.
Alors ça, déjà, je trouve ça extraordinaire parce que je me dis, mais comment elle s'est sortie d'un rôle pareil, déjà? Et la deuxième chose, pour revenir sur la marche et les lieux, en fait, on réalise qu'elle n'est pas allée très loin puisqu'elle retrouve presque toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Donc voilà, elle essaye d'avancer dans tous les sens du terme, mais finalement, elle fait du surplace, et à tel point qu'elle se retrouve effectivement figée. Oui. Alors, il me semble que la boucle, c'est difficile il me semble que la boucle est à demi, effectivement, du surplace. Elle avance pas beaucoup. Et puis elle recroise effectivement des gens, puisqu'ils le disent, hein, quand Yolande Moreau s'arrête pour la prendre, elle la reconnaît, bon, etc. Donc il y a ça. Mais il me semble qu'en plus, la forme du film, la construction du film crée aussi cet effet de boucle. Donc il y a effectivement les deux. Peut-être juste pour compléter à la fin, parce que l'air de rien, il y a quand même une bizarrerie, disons, à la fin, ou une accélération, ou presque une hystérisation de sa clochardisation, on pourrait dire, avec cet épisode final de la lie de vin. On avait déjà vu la matière, on pourrait dire, au début, mais on ne comprenait pas vraiment de quoi il s'agissait. Non pas qu'on comprenne énormément à la fin, mais c'est quand même un peu plus clair. J'avais cherché. C'est la fête des paillasses dans un village de l'Hérault, qui est une tradition depuis le 7e siècle. Enfin, c'est toute une histoire entre des villages voisins et des espèces de guerres, mais de telle façon qu'effectivement la police, même encore aujourd'hui, interdit l'entrée du village, l'entrée au centre du village, pour pas que les gens, parce qu'en fait les étrangers, y compris des journalistes qui viendraient faire un reportage sur la fête, sont comme ça, comme on peut dire, assaillis et badigeonnés de lits de vin. Mais ce qui est intéressant qu'elle ait choisi cette tradition folklorique locale, c'est qu'en fait, ce qui nous apparaît comme une violence, puis ensuite qui nous est quand même dévoilé comme quelque chose de carnavalesque, parce qu'ils se mettent à rire, ils se vautrent dans la baignoire, etc. Donc on se dit ça doit être quelque chose en lien avec la vigne. Enfin, on devine quelque chose qui est de l'ordre d'une tradition, où on voit des gens qui traversent vite et qui rient, etc. Ce qu'on voit, c'est que quand on dit aujourd'hui de quelqu'un qu'il n'a pas les codes, on pourrait dire que effectivement, jusqu'à la fin, là, pour le coup, elle n'a pas les codes. Donc elle arrive dans ce village et le viol qu'elle a vécu et qui était filmé avec cette caméra un peu mécanique du travelling qui ne s'arrêtait pas finalement pendant le viol et qui s'arrêtait sur des branchages, donc qui laissait le viol hors champ. Là, on a l'impression que c'est rejoué à un niveau carnavalesque, mais qu'en fait, c'est tout aussi traumatisant et même fatal, puisque ce qui pourrait être quelque chose de l'ordre de la joie et de la renaissance, de la régénération, d'une certaine façon, de la catharsis, disons, quand même, l'amène, elle, à la mort. Enfin, c'est quand même, elle finit quand même violacée par, en habit assaillie de lit de vin. Donc, je trouve cette fin aussi très étonnante. Peut-être aussi si on pense au rapport de Varda à la couleur. Alors si vous avez vu Le Bonheur d'Agnès Varda, ou si vous avez vu même l'excellent court-métrage qui s'appelle Oncle Yanko, où elle va à la recherche de son oncle Varda, dont elle avait entendu parler, mais qui vit sur une péniche à San Francisco. Donc là, complètement un documentaire où il y a un travail de la couleur exceptionnel. Et puis bien sûr, c'est pas pour rien que Varda était pendant longtemps... était la compagne de Jacques Demy, et on connaît le rapport de Jacques Demy à la couleur. Donc, d'une certaine façon, je trouve intéressant qu'elle ait choisi cet attentat à la lie de vin à la fin, on voit ça dans aucun autre film. Enfin, ou alors on pense à West Side Story et aux couleurs qui sont jetées les uns sur les autres dans certaines comédies musicales comme ça. Mais il y a une forme à la fois d'abstraction de ça et de particularité très très locale que je trouve un drôle de mélange, et un mélange qui finalement ne se retrouve chez aucun autre cinéaste
français. C'est pour ça que je disais, Varda, elle a connu la Nouvelle Vague, elle l'a précédée, puisque le cinéma de la Nouvelle Vague, c'est fin des années 50, elle commence au milieu des années 50. Elle lui a aussi, survécu, puisqu'elle a 65 ans de cinéma avant de mourir. Donc à part Godard, il y en a pas beaucoup qui ont aussi exercé aussi longtemps. Donc elle a traversé la Nouvelle Vague, mais il y a vraiment quelque chose qu'elle n'a pas partagé avec eux, c'est cette cinéphilie qui finalement garde quelque chose de très classique quand on y pense dans une grande partie du cinéma de la Nouvelle Vague, même s'il y a des gestes modernistes. Elle se permet tout, d'une certaine façon. Elle se permet de faire des allégories qui ressemblent à des tableaux, de faire des sortes de collages, de mettre des voix off, de mettre du documentaire, de mettre tout ça à l'intérieur de quelque chose qui a l'air très léché parce que la musique est très rigoureuse, et de prendre Masha Merrill qui apparaît dans le cinéma des années 60, chez Godard par exemple, une femme mariée, et de traverser tout ça et de faire traverser ce paysage qui est à la fois français et qui est à la fois rendu quand même étrange. Filmer le sud de la France en hiver, il y a quelque chose là qui est aussi grinçant. Donc il y a une grande liberté et en même temps qui n'est pas toujours gratifiante, je dirais, quand on regarde, quoi. Il y a quelque chose de cette rudesse-là qui ne tient pas seulement au fait que le personnage meurt et que c'est terrible. Il y a quelque chose qui est très très composite et qui persiste, je trouve. L'Abbé Pierre, c'était hiver 54, là c'est hiver 84. Ouais. 30 ans d'écart, quoi. Ouais. Oui. Et les 12 stations, si vous voulez. Et c'est aussi, elle fait. Bon, moi j'adore Agnès Varda, je suis une inconditionnelle. Alors on retrouve effectivement dans ce film tout ce qu'on va trouver après dans ses documentaires, entre autres sa manière de photographier les objets qu'elle rend pas vivants, mais qu'elle rend poétiques. Et d'ailleurs, quand on se retrouve dans la maison avec Yolande, elle a une manière de photographier des objets que moi j'aime pas forcément, mais elle les rend beaux. Et ça me rappelle un peu les cariatides à un moment, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire. Oui, Edith Cariatide. Et puis effectivement, on pourrait aussi parler du côté documentaire de l'époque. Et même moi j'ai eu des chocs parce que j'ai réalisé que finalement il y avait déjà des serres alignées les unes à côté des autres dans les années 80. Pour moi, c'était plus récent. Enfin, voilà. Donc, elle a cet œil. Vous avez raison. Oui. À placer les choses, mais sans rien dire. Juste, elle pose comme ça et elle fixe. Et en même temps, moi, là, je me disais, on va pas en parler, mais on peut relever plein de choses et qu'on pourrait ramener à ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Oui. Alors, juste sur le fait effectivement de documenter une époque, mais pas dans le sens où il s'agirait de nous informer sur quoi que ce soit. Bien sûr, c'est quelque chose dont on a parlé, alors notamment pour Piala aussi, pour l'enfance nue, on disait les lieux, les photos posées sur la commode, enfin tous ces objets-là. On en a parlé aussi pour Eustache, pour Jean Eustache, dans Mes petites amoureuses, qui commence par Douce France, c'est tout un... mais effectivement, dans les objets, dans les façades, dans les intérieurs, là, et effectivement, la maison de Tante Lydie, c'est intéressant parce qu'il me semble aussi que le fait qu'on passe relativement plus de temps dans cette maison qu'ailleurs, c'est-à-dire que c'est finalement la seule maison habitable du film, ou un peu bourgeoise, ou un peu chargée de passé, quand même fonctionne aussi, me semble-t-il, pour nous, comme un contraste avec tous les autres lieux qui sont des ruines, qui sont des squats, qui sont des non-lieux, des choses ouvertes à quatre vents, la maison des radis, comme elle dit quand elle est dans la serre. Voilà, c'est-à-dire des façons d'habiter sans habiter, en fait, sans avoir de maison. Et ça, quand même, je trouve que... Alors, il y a un aspect plastique, je suis d'accord, qu'il y a dans une certaine photographie, disons, d'après-guerre en couleur, les objets, le design, oui, ça nous est donné. Mais il me semble quand même aussi qu'il y a quelque chose
politique ou en tout cas de social dans le fait que du coup, ce qu'on voit, c'est plein de façons d'être pauvre, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est un peu Boudu. Il y a du Boudu, on avait passé Boudu, Sauver des eaux de Jean Renoir dans le cycle Renoir. D'ailleurs, elle dit du blé pour acheter du pain, hein, et c'est aussi ce que dit Boudu, du pain, comme ça. Et elle le dit comme Michel Simon, donc je pense que c'est une citation, c'est vraiment délibéré. Mais en tout cas, il y a dans le film, quand on y pense, plein de façons d'être marginal. Et d'ailleurs, elle le dit à un moment au berger, hein, c'est pas ta marginalité, toi tu la vis comme ça, mais en fait on n'est pas obligé, de travailler du matin au soir, de renoncer à sa maîtrise de philo pour faire du fromage, non, mais de fait du coup il y a les zonards à la gare, il y a des espèces de hippies, il y a le type qui se met la chaîne autour du cou, on ne sait pas trop pourquoi, il y a des gens au bord de la folie, enfin bon, il y a plein de façons d'être et sans-abri et asocial. Et ça, je pense que c'est... au fond, Varda est très sensible à ça, sinon elle n'aurait pas fait ensuite Les glaneurs et la glaneuse, elle ne serait pas revenue 10 ans après Les glaneurs revoir les gens, etc. C'est-à-dire que c'est des façons d'habiter ou de ne pas habiter le monde qui l'intéressent sincèrement. C'est aussi ce qui la différencie de cinéastes, j'allais dire, véritablement passionnés par le cinéma. Donc soit les films des autres, les cinéphiles, soit leur propre... Il me semble qu'elle a une énergie qui est assez centrifuge au fond, et que son cinéma ne pense pas tellement au cinéma, avec ce que ça a de bien et ce que ça a de pas bien, mais en tout cas de non classique. Mais il pense vraiment quelque chose du monde tel que... Et c'est pour ça qu'on dit, bah oui, ça fait aussi penser à aujourd'hui. Ça fait penser à l'époque, ça fait penser au fait d'être pauvre à toutes les époques. Mais quand même, c'était une époque où on parlait des nouveaux pauvres, par exemple. Il y a une historicisation aussi du fait d'être pauvre, quoi. C'est à la fois de tout temps et à la fois il y a des façons de chaque époque d'être pauvre, et on a l'impression là de voir aussi les années 70 avec des néo-ruraux, les années 80 avec elle qui cherche toujours à mettre de la musique à l'intérieur et d'avoir un autoradio à disposition, et cette chanson Marcia Baila d'Erita Mitsuko. Enfin voilà, il y a toute cette époque qui est une articulation d'époque, et ça aussi c'est quelque chose de proche, à mon avis, du cinéma de Piala, c'est-à-dire cette articulation 70-80 qui est qu'on sent à travers les objets, les paysages et leur transformation. Peut-être, Jean-Paul, si tu veux bien, avant de t'endormir, si tu veux bien passer les petits extraits que j'ai apportés. Ouais. De Rosalie Varda, c'est ça ? Rosalie Varda, c'est la famille Agnès Varda. Alors Rosalie Varda, oui, c'est la fille d'Agnès Varda, et elle est plutôt costumière. Et puis elle a parfois aussi figuré. Elle a parfois figuré. Et elle s'occupe aujourd'hui de la société de films. Il est où le micro ? Ouais. Bah tu peux. Ouais, tu peux. Documentaire. Ouais, ça me paraît bien. Oui, bonsoir. Mais moi, par rapport à ce film-là, évidemment, l'affiliation avec Piala est évidente, et je pensais notamment... Ah bon ? Vous trouvez ? Apparemment, par exemple, L'enfance nue, c'est le film qui me paraît le plus proche, d'une certaine façon. Oui. Et sinon, je pensais aussi au cinéma de Depardon, et notamment ses profils paysans, où il y a quelque chose de l'authenticité de ces gens qu'on voit pas souvent finalement. Et voilà, je pensais à ce lien notamment. Oui, et c'est intéressant que je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Profil paysan, la différence étant parce que profil paysan, parce que Depardon, et même après dans d'autres de ses films, il y a cette idée qu'il se met en route pour aller voir les gens. Et qui s'arrête chez eux, qui prend un café avec eux, qui prend une cigarette avec eux, etc. Sauf que justement, il y a ce dialogue, et on a l'impression qu'il est là, et on comprend d'ailleurs qu'il est là parce qu'il en vient aussi. Il vient de la paysannerie. Tout à fait. Et il me semble qu'il y a une petite différence avec le rapport qu'établit Varda, mais vous avez raison, elle essaye
Par exemple, ce plan du Tunisien qui embrasse juste l'écharpe qu'elle lui a rendue et qui est face caméra, je trouve ça un portrait vraiment très émouvant. C'est magnifique, ouais. C'est-à-dire c'est plus émouvant qu'une situation qui créerait l'émotion. C'est là qu'on voit que Varda, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit et qu'elle serait pas cinéaste, mais disons que l'émotion, elle peut la créer comme une plasticienne, plus que finalement comme quelqu'un qui met en scène des histoires. C'est là où je trouve qu'elle diffère beaucoup de Piala. Mais de pardon, c'est intéressant. Mais vous voyez bien qu'il y a une différence. Elle va rejoindre de pardon dans ses tout derniers films, Visage, Village, etc., où elle fait ça. C'est-à-dire que vraiment, ils sont en camion avec JR, et puis ils s'arrêtent, et puis ils parlent aux gens. Et ils font des portraits des gens qu'ils impriment ensuite sur les façades de leur maison. Donc il y a une interaction avec les gens locaux, ça devient. Mais ici, la différence, c'est que c'est plus compliqué, je trouve, le rapport qu'elle a aux différentes personnes qu'elle met en scène, enfin, aux différentes rencontres qu'elle met en scène entre son personnage et eux. Elle met quand même face à eux un personnage qui n'en a rien à foutre, d'une certaine façon, qui est prêt à repartir en leur faisant un bras d'honneur, qui est prêt à repartir avec les petites cuillères, voilà. Et c'est pas du tout pareil que se mettre en scène soit disons cinéaste comme le fait de pardon, acceptant une cigarette, on voit sa main qui passe, on entend un dialogue. Il y a quelque chose de plus âpre dans le fait. Oui, mais il y a une authenticité aussi, je veux dire, dans la façon d'approcher les gens. Ouais. Finalement, ce sont des mondes qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir au cinéma. Et c'est justement cette authenticité, là, je trouve, qui est très forte et qui touche beaucoup. Et notamment aussi par rapport à Piala, par rapport à l'enfance nue, il y a aussi ce côté-là qui est... Oui, et ce qui est beau, c'est que ce personnage vagabond, qui d'ailleurs, dont on voit que les bottes, enfin c'est un détail, mais il est important, les bottes se désagrègent en fait, les bottes un peu médiévales, un peu de... se descendent puisque la fermeture, c'est très technique mais c'est vrai, puisque la fermeture est cassée, du coup les bottes s'ouvrent comme des crevés comme ça devient des espèces de chaussures rouges puisque c'est l'intérieur de la botte qui est comme une écorchée d'une certaine façon qui est à l'extérieur, et puis en fait quand la botte est complètement ouverte, c'est Chaplin. Ça ressemble beaucoup à la démarche de Chaplin. Donc il y a et donc ce personnage-là, il me semble qu'en fait, tout le monde dit elle traverse, elle est repartie, je l'ai vue, puis elle est repartie, etc. Mais en réalité, elle a une force de contagion. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit par exemple que le superbe château que garde l'oncle Aimé, en fait, ce qu'on en voit, c'est un lieu complètement désaffecté. C'est un lieu qui ne demande qu'à être cambriolé. Enfin, heureusement qu'il y a des cambrioleurs pour encore s'intéresser un tout petit peu à ce qu'il y a dedans. Et il finit brûlé à la fin. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette pulvérulence du personnage et finalement se contamine au lieu et non pas l'inverse, d'une certaine façon. Enfin, il se passe quelque chose de quasi chimique échangé par ce personnage. Certes, à la fin, on a l'impression qu'elle est des démons l'attaquent avec l'histoire de la lit de vin là, mais en réalité, il me semble que le personnage a une force de contamination et de désagrégation. Et juste, c'est pour ça que je vous parlais de Nathalie Sarraute. Ça paraît sans rapport, mais parce qu'elles ont enregistré une conversation sur France Culture, je crois peu de temps après. Puisque donc elle a lu Nathalie Sarraute et c'est pour ça qu'elle lui dédie ce film. Et qu'est-ce que j'avais noté, une conversation où elle disait Varda dit à Nathalie Sarraute qu'elle a essayé de faire un travail comparable dans Santoine-Illois à son livre Tropisme. C'est un livre de 1939. Tout personnage, dit Varda, donc elle parle du livre de Sarraute, tout personnage était approché de diverses façons, les opinions étaient réévaluées tout le temps, tout le monde était contradictoire, rien n'était sûr. Pendant qu'on tournait, on appelait le film « À saisir », parce que le film lui-même est à saisir. Je ne sais pas si je saisis le film que je fais.
J'aimais beaucoup cette sensation qui donnait un grand risque au tournage. J'avais une espèce d'errance, comme celle de Mona, vers attraper les images et les sons qui diraient ce que Mona ne voulait pas dire et ce que croyaient voir les autres. Et par un jeu de prisme et de miroir, décrire presque en creux une Mona qui se refuse. Et elle dit, effectivement, Sarraute répond, je voulais justement faire un personnage qui est l'apparence d'un personnage et qui se défait, se désintègre. Et c'est vrai que cette idée que le nouveau roman, disons, en littérature, décrit et dédécrit, ou crée des personnages et en fait les désagrège, je trouve que dans ce film-là, cette idée qu'on composerait un portrait de la disparue, mais en fait, il y a autant de désagrégation que de puzzles qu'on fait. Et je trouve que ça, c'est dû à la forme, mais ça crée quelque chose qu'on n'a pas dans les autres, qu'on n'a pas dans les autres films, qui sont plutôt cumulatifs, justement. Est-ce qu'on peut regarder peut-être juste l'extrait que j'ai apporté de Documentaire? Donc c'est un autre très très beau film de Varda qui est moins connu, c'est court, hein, qui est l'histoire, un film assez autobiographique, puisque vous savez que Varda a vécu avec Demy aux États-Unis et qui s'y sont séparés. Et donc elle a transposé cette histoire, mais sur la côte ouest, effectivement. Elle l'a fait jouer par sa monteuse, Sabine Mamou, l'histoire d'une mère avec son enfant, joué par le propre enfant de Varda et Demy, Mathieu Demy. Donc une mère qui est seule désormais aux États-Unis sur la côte ouest et qui cherche tout simplement une maison à louer. Mais c'est très court. Vous voyez là comme ça s'articule aussi le côté documentaire. Je ne sais pas si elle a capté véritablement la situation à ce moment-là, mais on a de toute façon l'impression qu'il ne s'agit pas d'acteurs et que donc elle met face à face voilà, son actrice. Et en plus, évidemment, c'est une scène de ménage, donc c'est le couple qu'elle n'a plus et ça parle du loyer. Bon. Donc il y a une articulation entre ce qu'elle vit et une captation purement documentaire, voire à la fin purement photographique même de lieux de l'Amérique, voilà, avec le panneau à louer. Voilà. Vous voyez comme on est proche de ce qu'elle fera même plus tard, c'est-à-dire des installations. Enfin, il y a cette espèce de pulsion documentaire à l'intérieur de la fiction. Une dernière chose. Oui. Une dernière chose. Je trouve que les portes jouent des rôles, que ce soit une superbe porte bleue peinte mais complètement fermée, celle de la religieuse qui s'en trouve et claque, qui se referme, celle qui passe à travers le carreau cassé là dans la maison, la tôle ondulée qu'elle finit par mettre en porte dans sa cabane là, et puis beaucoup d'autres que j'ai remarqué, simplement cette réflexion. Oui, tout à fait. Et on a l'impression que ça prolonge ce que je disais sur les différentes façons de ne pas habiter. Enfin, qui sont quand même des constructions, mais qui sont des constructions poreuses et précaires, disons. Et on a effectivement l'impression qu'on n'avait pas pensé à tous ces moyens de mal habiter, d'une certaine façon. Ça peut être un château et par lequel on doit rentrer par la fenêtre cassée. Ça peut être une voiture, même la voiture, quand elle dit la porte, il y a du vent. Et on a l'impression soit on peut dire que Mona fait maison de tout, c'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un la prenne en stop et ça y est, elle est chez elle tellement elle pue, de toute façon elle va exclure tout le monde. Mais plutôt à l'inverse, me semble-t-il, elle défait maison de tout. Moi, c'est plutôt l'impression que j'ai. C'est pour ça que je disais qu'elle contamine les autres d'une certaine façon en les désagrégeant, et y compris les portes. Et vous avez oublié là, dans toutes ces variations sur les portes, les ouvertures, les fenêtres, la fenêtre qui bascule de la caravane, qui est assez cinématographique dans le fait que c'est rare que ça bascule dans ce sens. Hein. Ouais. Et ça, c'est sûr que Varda, elle est très sensible à ça. C'est un œil de photographe. Oui, là on parle beaucoup des différents personnages que rencontre Mona.
des objets, les portes, etc. Mais il reste Mona, elle. Vous y tenez. On sort Oui. et c'est un grand mystère. Oui, Et pourtant, on en voit dans la rue. oui, Les clochards, on voit, etc. Donc, elle n'aborde pas ce problème de sa vie juste par petites touches. Et c'est à nous de s'interroger Oui. et de faire l'amalgame et sans trouver Alors, en tout cas, c'est très, très émouvant et ça nous poursuit, à mon avis, pour longtemps. Alors, c'est intéressant que vous disiez ça parce que je pense qu'on pourrait dire le contraire. C'est-à-dire que... non, mais je veux dire, c'est un ressenti. Du fait de la fragmentation et de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, le portrait est diffracté, hein, il est fait par les autres comme il est défait par les autres. Du coup, on est frustré dans le sens où on n'a pas son histoire véritablement. D'abord, il ne lui arrive rien de nouveau. Elle erre, elle se désagrège, mais rien ne prend, comme je disais. Et d'autre part, on n'a effectivement pas réellement l'histoire qui a fait qu'elle est... pourquoi est-ce qu'elle a pris la route, après tout ? Il y a plein de secrétaires qui n'aiment pas leur métier ou de dactylographes et qui ne prennent pas la route. Donc, le fait qu'on n'ait pas ça, c'est quelque chose que elle, cinéaste, c'est délibéré de ne pas nous le donner. C'est délibéré, donc on peut y voir quelque chose de politique, de dire, en fait, ça nous rassurerait, nous, d'avoir la petite histoire avec tous les bons déterminismes sociaux qui font qu'elle devient ce qu'elle devient. Elle nous en prive, elle, cinéaste. Elle laisse une forme de mystère, et de mystère qu'elle emporte dans le fossé, parce qu'elle est morte. Elle est morte, donc il n'y aura pas de dossier Mona qui va nous expliquer quoi que ce soit. Donc, ce que je veux dire, c'est que frustrer le spectateur de ça, c'est énorme. Je veux dire, c'est un geste violent. C'est un geste de lacération et de fragmentation de l'œuvre. C'est pas seulement qu'elle est fragmentée en épisodes, en travelling, etc., qui est un geste formaliste. C'est que du coup, par tout ça, il y a une forme d'abstraction, disons, dans l'œuvre, qui fait que je pense que certaines personnes, justement, n'arrivent pas à accéder à cette émotion que vous ressentez, je pense. Ça marche dans les deux sens, disons. Ou une certaine indifférence à la fois de la part de la cinéaste et je ne sais pas. Alors moi, je ne dirais pas qu'il y a une indifférence, je dirais qu'il y a le choix de ne pas, d'une certaine façon, surexpliquer quelque chose qui n'est pas elle-même. Oui, pas être moralisateur, Oui. par exemple, et par touche, il y a à un moment donné la fille qui souhaite, qui parle de liberté. Ah, oui. Elle dit, j'aurais préféré être libre, être sur la route au lieu d'être enfermé, etc. La question de la liberté. Oui. Qui est posée. Au début, cette jeune fille qui joue à peine, hein, c'est-à-dire qu'au début, on a quelque chose de très bressonien dans la façon dont les gens disent leur texte. On voit que ce ne sont pas des professionnels et qu'ils n'essayent pas de jouer, d'incarner. Elle dit, voilà, moi aussi, j'aimerais être libre, etc. Ça, c'est vers le début du film. Donc on a encore l'idée que peut-être il y a quelque chose de politique, d'utopique dans le fait de prendre la route. Mais après, le film n'arrête pas de contredire ça. D'abord, il y a une contradiction qui est de l'ordre de la réfutation philosophique de la part du berger, quoi. C'est pas l'errance, c'est l'erreur, etc. Ce qui est un peu le truc nietzschéen, je ne te demande pas de quoi tu es libre, mais en vue de quoi tu es libre. En tout cas, que ce soit sous la forme d'une réfutation raisonnée ou que ce soit sous la forme de situations qui finissent en cul-de-sac, d'amour qui ne prennent pas, de petites crapuleries, de viols même, quand même, cette idée de liberté, elle est mise à mal tout au long du film. C'est ça qui est terrible, au fond. C'est qu'il y a une forme de nihilisme qu'on sent planer, quoi. C'est pas... Il n'y a pas d'espoir au bout du chemin. Et quelque chose qui m'a frappé là, quand vous disiez le côté un peu contagieux
du personnage. Enfin, ça, on le retrouve tout à fait avec l'histoire du champignon dans les platanes. Tout à fait, oui. Qui d'ailleurs a été introduit par les États-Unis. Oui. Donc je ne sais pas si ça fait écho à une forme c'est un plaidoyer politique par rapport à l'américanisation de l'Europe ou par rapport au fait que c'est aux États-Unis qu'elle s'est séparée avec Demi, qui je trouvais intéressant. Et puis, j'ai même pensé, quand ils ont cette discussion quand même assez longue, proportionnellement, dans la voiture sur cette histoire du champignon, j'ai pensé au sida. Parce que c'est exactement l'année 84 où on a commencé à apprendre ce que c'était le sida. Dont mourra Jacques Demy plus tard. Absolument, c'était là où je voulais en venir aussi. Il y a un côté aussi, ça télescope pas mal de choses. Et puis, par ailleurs, sur ce côté sur la question du vagabond, etc., je me disais, il y a peut-être quelque chose par rapport à ce que disait Madame aussi sur comment on perçoit des gens qui vivent en marge, mais qu'on a sous les yeux. Par exemple, vous parliez de Boudu. Il me semble que on est plus dans un imaginaire où les personnes qui sont dans cette situation-là, surtout quand on vit dans les grandes villes type Paris, ils sont posés à un endroit et tout le monde s'agite autour. Dans le film, c'est exactement le contraire, en fait. Eux, ils sont tous scotchés dans des endroits, enfermés avec ce que vous dites aussi, une sensation de liberté qui est complètement paradoxale. Et où on voit très bien en fait l'incapacité de pratiquement toutes les personnes non marginaux à vivre avec quelqu'un d'autre en fait. C'est épouvantable en fait, l'incapacité à faire société, même quand on a essayé de construire un machin qui ressemble à une petite société. Il n'y a pas un couple qui marche, et du coup le passage du virus Bonner sert de révélateur à chacun d'eux un peu. Oui, alors j'étendrai même votre pessimisme sur le couple dont on reparlera quand on parlera du screwball et du couple. Je l'étendrai même aux marginaux. Parce qu'en fait, c'est pareil, ils sont idéalisés par Yolande, qui croit que c'est le couple romantique, avec quand même le type avec la chaîne autour. C'est un symbole amoureux digne des ponts de Paris jusqu'à il y a peu, et où en fait, rien du tout, quoi. C'est-à-dire qu'il est là sur son camion, il dit bah, heureusement encore qu'elle m'a pas piqué mon transistor, elle lorgnait dessus, etc. Donc... on ne sait pas dans quel sens ça va, mais effectivement, même, en fait, il faut être très drogué pour s'agglutiner. Il faut être quand même très défoncé pour faire groupe, pour faire grappe, mais on voit bien que ça ne tient pas non plus très longtemps, puisqu'il y en a toujours un qui se lève quand il n'y a plus de substance, quoi. Donc, c'est encore pire que ce que vous dites. Bien, sur ces propos joyeux, je vous remercie Faites de beaux rêves. D'être venu. Et oui, c'est plus noir que Piala, mais on a touché le fond. On a touché le fond, mais je voulais vous dire que je vous avais apporté un extrait d'un film de Bresson, mais vous pouvez y aller parce que je vous le passerai la prochaine fois, parce que ça fera tout à fait le lien entre aujourd'hui et Sous le soleil de Satan. Et je voulais vous signaler, dites-le à vos amis, que le monteur de Sous le soleil de Satan, qui est un grand monteur, qui est Yann Deday, qui a travaillé avec Truffaut, avec Piala, et qui travaille encore avec beaucoup de cinéastes, viendra avec moi la prochaine fois vous parler de Sous le soleil de Satan. Donc, voilà, donc le 29 mai. Le 29 mai, après Cannes, oui. Voilà, bonne nuit.